3, 2, 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour le 12e numéro de 100% Health Tech, le live de France Biotech en public depuis Paris Santé Campus. On est heureux, l'écosystème français est fier. Et on va démarrer tout de suite avec le chiffre du jour. Dans un instant, Ipsen qui va racheter ImCheck Thérapeutique pour 1 milliard d'euros. On va tout vous raconter dans un instant. Oui, parce qu'elles sont belles, nos entreprises adhérentes de France Biotech, hein, parole d'entrepreneur, la preuve du dynamisme de cette health tech. Vous verrez par exemple que la passion du jeu vidéo peut conduire à une belle saga, celle de Tilac Healthcare. À l'honneur aussi RDS qui lève 14 millions d'euros pour industrialiser son patch connecté de suivi des patients à distance. Et puis Théraklion, voilà, avec un homme heureux puisque tous les continents lui sourient. Alors justement, des entreprises exceptionnelles célébrées dans le monde entier. On y reviendra et vous verrez que c'est totalement stratégique pour France Biotech. L'Europe, justement, le secteur est toujours innovant et agile, mais comment concilier exigences réglementaires, performance industrielle, compétitivité européenne? Ce sera parole d'expert. Alors vous le savez aussi, pour accompagner les entrepreneurs, nous avons besoin des investisseurs. Le financement, bien sûr, l'une des priorités de France Biotech. On va le voir dans quelques secondes. Parole d'investisseurs avec le nordiste Captech Santé. Et puis comment mieux drainer les flux aussi. Important, on vous révélera les premiers résultats du Grenelle du financement organisé depuis cet été. Voilà, autre conclusion aussi, comment la France se prépare concrètement à l'arrivée du règlement EHDS. Enfin, nous vous dirons comment France Biotech se mobilise tous azimuts dans ce contexte pour que nos entreprises elles ne soient pas lésées par les discussions actuelles, vous le savez, à l'Assemblée nationale et au Sénat, autour du PLF, du PLFSS. Voilà un menu extrêmement dense pour 100% Health Tech, le live de France Biotech. Tout de suite, évidemment, c'est la tradition, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, hein, c'est énorme. 1 milliard, voilà, 1 milliard. Ipsen qui va racheter ImCheck Thérapeutique pour 1 milliard d'euros à son investisseur historique Kurma Partners. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui dans 100% Health Tech? Parce que c'est la deuxième vente du genre, comme ça, chez les biotech françaises, et la toute première de cette envergure franco-française. Alors on est en ligne depuis les États-Unis avec vous, Philippe Lopez-Fernandez. Bonsoir ou bonjour, selon le décalage horaire. Bonsoir, bonjour, vous êtes là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. On va vous voir dans un instant Philippe Lopez-Fernandez, qui est le vice-président exécutif et chief business officer de Ipsen, un groupe bientôt centenaire. Voilà, 1929-2029, près de 6000 collaborateurs. Implanté en France historiquement à Dreux, en Eure-et-Loir. Et on verra justement que tout ça est important parce que c'est un mariage tricolore dont on est évidemment très fiers. En ligne également, c'est Pierre Despenoux. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous. Pierre Despenoux, président de ImCheck Thérapeutique en visio également. On va commencer avec vous quand même Pierre, parce que je voudrais que vous nous rappeliez quand même la jeune histoire de ImCheck. 10 ans, vous avez mis au point une nouvelle génération d'anticorps qui ciblent les cancers solides et hématologiques. Racontez-nous ce que vous faites. Bonsoir à tous. Le ImCheck est basé à Marseille, une cinquantaine de collaborateurs. Nous avons démarré sur la base des travaux du professeur Daniel Olive, dont les labos sont à Marseille, avec le postulat que l'activation des cellules T gamma-delta permettrait de détruire les cellules cancéreuses, effectivement, d'origine solide ou liquide. Et nous avons mené cette mission pendant une dizaine d'années pour arriver mi-2025 à présenter des données à l'ASCO, de notre point de vue transformationnel pour les patients atteints de la leucémie myéloïde aiguë, et notamment les patients âgés, qui ont été repérés par pas mal d'acteurs du domaine, après avoir mobilisé beaucoup d'investisseurs. Et Philippe pourra expliquer l'intérêt qu'Ipsen a porté à nos data et les enjeux, évidemment, qui les accompagnent.
Alors justement, Philippe Lopez Fernandez, expliquez-nous pourquoi vous avez sorti le grand jeu. Écoutez, on a sorti le grand jeu parce que l'équipe d'Imcheck a fait un travail extraordinaire toutes ces années pour générer des données qui sont très intéressantes. Et du coup, on avait suivi Imcheck depuis des années. Mais ils ont commencé à avoir des données très intéressantes l'an dernier. Et quand Pierre nous a appelés en disant regardez ces données, à l'époque c'était sur une poignée de patients, et on s'est dit si ça se confirme dans les 40 patients de l'étude, on a quelque chose qui est vraiment un game changer, et c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on a exploré avec Pierre et son équipe de façon intense depuis un an. Il y a quand même, Philippe, une part de risque, hein, clairement, dites-le nous, hein, parce que c'est votre plus importante acquisition jamais faite pour un produit qui est encore en développement. Tout à fait. Je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte d'Ipsen. Ipsen, il y a 5 ans, a fait un tournant stratégique avec un nouveau CEO, avec moi-même qui a rejoint Ipsen, pour vraiment avoir un focus sur l'innovation. Et donc, on a un focus sur le cancer solide et tumeur liquide, les maladies rares et la neuroscience. Et donc, avec ce focus sur l'innovation, on cherche à se placer sur une innovation qui soit vraiment qui apporte un bénéfice patient conséquent. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup ces dernières années dans les maladies rares. C'est ce qu'on essaye de faire avec cette transaction avec Imcheck, où effectivement il y a un risque. On achète une société qui a généré effectivement des données très intéressantes sur une quarantaine de patients. Maintenant, il va falloir montrer que ces données sont convaincantes sur une phase 2-3 avec à peu près 500 patients. Donc, il y a clairement un risque. Nous pensons que c'est un risque qu'il est souhaitable de prendre, et effectivement, on a structuré la transaction autour de ce risque. Philippe, d'un mot quand même. Bon, j'ai parlé d'1 milliard. Peut-être je me suis un petit peu avancé. Bon, il faut nuancer quand même dans ce chiffre quand même faramineux de 1 milliard. C'est 350 millions d'euros, et puis ensuite il y aura d'autres revenus, bien sûr. Voilà, c'est 350 millions d'euros tout de suite, et c'est effectivement des milestones qui, nous l'espérons vraiment, seront payés, et dont le total sera 1 milliard. C'est logique de le structurer d'une certaine façon, puisque les données sont encore assez early, mais ça reste un produit qui a énormément de promesses, et nous sommes très excités à l'idée de cette transaction. Un mot chacun quand même, Philippe, prenez la parole en premier, ensuite Pierre. Je le disais et je le soulignais, c'est un deal franco-français. Et vous en êtes fiers nécessairement, Philippe? Nécessairement. On est très fiers de ce deal franco-français. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand je suis arrivé, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il y a de très belles innovations en France, et que c'est dommage d'aller tout le temps chercher des innovations aux 4 coins du monde sans regarder ce qu'on a sous nos yeux. Et d'ailleurs, je l'ai appliqué. On a fait une transaction très positive avec GenFit, où on a pris un produit en phase 3. Maintenant, le produit est sur le marché et se vend très bien dans le monde entier. On a fait des accords de licence avec AGV à Montpellier ou Biominex à Paris. On a aussi un support très fort des startups avec l'accord avec Biolab à l'Hôtel-Dieu. Donc pour moi, c'était toujours dans cet esprit, à l'heure où tout le monde regarde la Chine et regarde toujours les États-Unis, de dire l'innovation française, il y a beaucoup de valeur, et on serait bien bête de ne pas la valoriser. D'un autre côté, ouais, allez-y, on a fait cette transaction parce que cette innovation est vraiment intéressante. Si Imcheck avait été une société belge ou israélienne ou coréenne, on l'aurait fait quand même. Mais on reste très fiers du fait que c'est une transaction franco-française. Oui, c'est chez nous que ça se passe, bien sûr. Pierre Despenoux, et vous aussi, vous êtes fiers quelque part de contribuer, de dynamiser à votre façon cette biotech made in France.
En 2 mots, si vous voulez, mon image mentale de l'innovation, c'est un triangle. Premier sommet, l'académique, il est français. Deuxième sommet, la biotech, elle est française. Le troisième sommet, c'est l'industrie, la pharma, le stratégique, il est français. Et au milieu tourne si vous voulez, un moulin à cash qui représente les investisseurs qui, pour une grande partie d'entre eux, sont français. Vous avez cité Kurma, on peut citer Andera, on peut citer la BPI, et puis beaucoup de fonds européens et quelques fonds américains qui nous ont rejoints au cours du développement de la société. Je rappelle qu'on a levé en tout 154 millions, plus 25 millions de non dilutifs. C'est une recherche française, transformée par une société française, remise entre les mains d'une société française et alimentée par un écosystème français. Et oui, pour nous, c'est l'accomplissement de la mission. Ouais. Et votre rôle, ça sera quoi à présent, Pierre ? Alors d'abord, on attend que le deal soit validé par les autorités antitrust américaines, ce qui devrait se faire dans les semaines qui viennent. Évidemment, d'accompagner mon équipe et Ipsen dans la transition. Ça, c'est le socle fort de notre relation. Et puis ensuite, on verra. On est en train de discuter de pas mal de choses avec Philippe, David et l'équipe. Et par ailleurs, vous pouvez imaginer qu'il y a des investisseurs sont évidemment intéressés de me rebrancher sur d'autres activités. Enfin voilà, donc pour l'instant, on est dans la transition de cette transaction qui doit se faire de manière calme, mais également forte. Il est hors de question de laisser de la valeur par terre dans le processus d'intégration. Tout est bon, nécessairement. Bravo et merci à tous les deux, Philippe Lopez-Fernandez. Donc, oui, allez-y. Aussi, encore un petit point, enfin 2 petits points. Ce que dit Pierre sur les investisseurs est important aussi, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'investisseurs français qui vont avoir un beau retour avec cette transaction et que ça va motiver pour continuer à investir dans les entreprises françaises, dans les biotech françaises. Donc c'est un signal aussi très fort au niveau de l'investissement et à un moment où les investissements sont compliqués. L'autre point, effectivement, on a beaucoup de travail. On est vraiment, on veut vraiment se focaliser sur le travail avec l'équipe de Pierre, qui a énormément de talent, pour accélérer au maximum l'entrée en phase 2-3 et de façon à ce que ce produit puisse arriver sur le marché le plus vite possible. Bravo à tous les deux, merci beaucoup. Avec une très belle équipe et un très beau produit. Bravo, on est trop contents, on est très heureux ici donc sur le plateau de 100% Health Tech, le live de France Biotech. Merci Philippe Lopez-Fernandez, donc vice-président d'Ipsen, et puis Pierre Despenoux, président d'Imchec Thérapeutique. Vous parliez il y a un instant des investisseurs, justement, c'est dans un instant le grand angle. Retour sur le Grenelle du financement. Ouais, on vous en avait parlé juste avant l'été dans le précédent numéro de 100% Health Tech, le live de France Biotech. Et puis comme chez France Biotech, on travaille vite, on travaille bien justement, eh bien on est en mesure de vous donner quelques premières tendances, quelques premiers résultats. Donc ce soir, les premiers résultats de l'enquête, les constats clés issus du Grenelle pour soutenir durablement le financement de l'innovation santé. On est avec Frédéric Girard. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabrice. Président de France Biotech et à ses côtés Eric Cohen. Bonsoir Eric. Bonsoir Fabrice. Eric Cohen, administrateur de France Biotech et managing director chez Agile Capital Market, coordinateur justement de la commission financement de France Biotech. On va le rappeler quand même Frédéric, un Grenelle du financement, pourquoi faire ? Tout le monde ici connaît l'équation compliquée du développement d'une innovation en santé. On dit classiquement un médicament de thérapie innovante, c'est aujourd'hui pratiquement 2 milliards. Et donc c'est normal que pour tous les entrepreneurs en santé, le financement soit la première préoccupation. Et donc normal que ce soit la première priorité de France Biotech. Quand on regarde depuis le début de l'année 2025,
on a eu indiscutablement de très bonnes nouvelles en termes de financement, que ce soit sur le segment du non-coté, dans toutes les technologies, sur le segment du coté, tout le monde a en tête la performance d'Abivax, mais pas que sur le financement. On a eu des partenariats très intéressants, on a eu des deals de royalty, on a eu des prêts auprès de la Banque européenne. Donc les technologies françaises, elles plaisent, elles prospèrent, elles attirent des investisseurs. Maintenant, quand on regarde 2024 par rapport au reste de l'Europe, aux États-Unis, à un moment où on voit le nombre de health tech françaises augmenter, autant on a une reprise du capital risque aux États-Unis et en Europe, autant on a un décrochage en 2024 de la France qui se répète à nouveau en 2025. Et c'est vrai que le climat politique, économique y est pas totalement étranger. Et quand on interroge nos adhérents à travers l'observatoire que l'on fait chaque année, on voit que 7 entreprises sur 10 ont des difficultés de trésorerie. On voit que l'horizon de trésorerie est de 6 à 12 mois, qu'on a pratiquement un tiers des entreprises qui ont 3 mois de trésorerie et que naturellement, 70% des entreprises sont en recherche de financement, avec des financements qui prennent beaucoup de temps, 11 mois en moyenne, ce qui forcément pour le dirigeant, l'équipe dirigeante, est aussi une préoccupation qui les empêche de développer leur technologie au rythme où elle souhaiterait le développer. Et donc, assez naturellement, le bureau a priorisé la recherche de nouveaux financements parmi ses activités et initié dès le début de cette année la réflexion pour ce Grenelle. Alors cette réflexion, Frédéric, comment est-ce qu'elle a été menée? Qui participait à ce Grenelle de financement? C'était quoi les grandes phases de la réflexion? Alors, ce qu'on a appelé le Grenelle, la réunion de mi-octobre, c'est une étape importante dans le processus qui a commencé beaucoup plus tôt, avec l'aide d'Éric et puis de Cédric, qui est le président de la commission, le coordinateur de la commission Corporate Finance. On a d'abord regardé ce qui se passait à l'étranger, on a interrogé un certain nombre d'experts, on a identifié tous les acteurs clés du financement, que ce soit public ou privé, pour les inviter à cette réunion, et on a fait avec chacun d'entre eux un entretien préalable pour affiner une vingtaine de propositions qui ont été discutées. On avait autour de la table des représentants des grandes directions, du ministère des Finances, des ministères de l'Industrie, du secrétariat général pour l'investissement, BPI bien entendu, la Caisse des dépôts, voilà pour le côté public, et côté privé, on avait des représentants des assureurs, des banques, les grandes banques qui investissent dans le secteur de la tech, les grands fonds d'investissement qui soutiennent notre secteur, pour une réunion débat très dynamique, l'idée étant de tester la faisabilité des idées qui ont été proposées par France Biotech. Voilà, on a planté le décor, donc grâce à Frédéric Girard, le président de France Biotech. Maintenant, Eric Cohen, justement, qu'ont donné les premiers résultats de l'enquête sur la trésorerie des entreprises de la health tech? Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Alors, je crois que Frédéric vient d'en parler. Effectivement, les premiers résultats de l'enquête étaient assez clairs sur la difficulté de refinancement des entreprises, la dégradation de leur situation de trésorerie. Donc, c'est de ce constat-là qu'on est parti, effectivement, en début d'année, avec l'idée de réunir les acteurs dont parlait, la réunion dont parlait évidemment Frédéric. Peut-être les constats qui ont été tirés de ces premiers échanges avec à la fois les institutions privées et publiques, et les acteurs publics et privés. Une première chose, c'est que le financement public est très présent à la fois auprès des fonds d'investissement et que ça structure effectivement la constitution des fonds d'investissement, comme auprès des entreprises. La BPI et le FEI, qui est le bras armé de la Banque européenne d'investissement, sont des acteurs très structurants pour l'écosystème français. Le FEI confirmait avoir investi plus de 630 millions d'euros dans les fonds d'investissement français, santé et tech, bien sûr, pas uniquement santé, montrant effectivement la dynamique à la fois des équipes de gestion françaises et leur très bonne structuration. Mais évidemment, au-delà de ce constat d'un financement privé, d'un financement public très dynamique, où se trouve le privé, structurant, les particuliers. Le constat était de dire qu'effectivement, il manquait des financements privés, à la fois pour les entreprises en direct, comme pour les fonds d'investissement eux-mêmes, qui ont besoin de financement privé pour matcher le financement public. Donc ça a été, je dirais, le premier constat du tour de table. Alors, dès lors, une fois qu'on a posé ce constat, une fois qu'on a posé cette question, comment on y répond? Comment est-ce qu'on flèche davantage l'épargne, la fiscalité? Comment est-ce qu'on draine davantage les flux? Eric Cohen. Alors,
Fabrice, là, vous avez apporté déjà une première réponse qui n'était pas forcément évidente. C'est où est-ce qu'on va chercher cet argent frais, nouveau Alors, il y a eu une initiative qui a démarré il y a quelques années, qui est l'initiative de Philippe Tibi, qui est un conseiller du ministère des Finances, qui a initié en fait une collecte de fonds, qui a demandé en fait aux assureurs et aux complémentaires santé d'abonder et de relocaliser une partie de leurs investissements dans le financement de la health tech et dans le financement de la tech en général. Ça a eu un certain succès, puisqu'il y a eu on parle d'environ 10 milliards d'euros d'engagement auprès de ces mutuelles et ces complémentaires santé. On n'en a pas vu autant dirigé vers la health tech qu'on aurait aimé que ce soit le cas. Il y a une partie de l'argent qui a été évidemment dirigée aussi vers du capital développement, mais notre sujet à nous, c'est la health tech et l'innovation en santé. Et donc, au-delà des investisseurs privés qui ont été sollicités par l'initiative Tibi, qu'est-ce qu'il restait ? Il restait effectivement les particuliers. Dans cette discussion qu'on a eue ouverte avec les pouvoirs publics et les fonds d'investissement, on s'est rendu compte que c'était effectivement aussi une réflexion que menait dans l'antichambre, enfin dans leur bureau, la direction générale du Trésor et une partie en fait des financeurs des organismes publics qui s'occupent de ces sujets-là. Donc on a convergé probablement vers ce sujet du financement privé et qui est une grande complexité, mais qui est évidemment il faut compter. Bien. Alors c'est quoi les prochaines étapes maintenant, Frédéric Girard ? On a convenu de lancer 3 chantiers et de continuer à débattre d'une question importante. Le premier chantier, ça va être effectivement la création de ce qu'on appelle des fonds nourriciers, donc des structures qui sont capables de collecter l'argent des particuliers à travers les réseaux de détail des banques et des assureurs. Classique, ouais. Le deuxième chantier, ça va être la création d'un fonds de fonds privés qui va permettre justement d'investir l'argent qui est collecté. Et puis le troisième chantier qui est évidemment très important, c'est le fléchage. S'assurer effectivement que les fonds collectés gérés par ce fonds de fonds vont bien vers les entreprises de la health tech française. Donc 3 chantiers qui vont être engagés avec une partie des participants à cette réunion, et c'est important d'avoir cet équilibre public-privé. Et puis il y a un sujet évidemment très important qu'on doit continuer à explorer, c'est la localisation en France des représentations européennes, des grands fonds américains, pour qu'ils localisent leurs analystes ici, parce que forcément, quand vous êtes dans un écosystème, vous êtes beaucoup plus sensible finalement aux nuances, aux opportunités de cet écosystème. Voilà, on va attirer, donc l'Europe doit attirer, la France doit attirer justement. Bon, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre, évidemment, donc notamment dans 100% Health Tech, et puis évidemment avec l'action toujours bénéfique, active donc de France Biotech et de tous ses administrateurs. Frédéric Girard, on se retrouve tout à l'heure, président de France Biotech. Merci beaucoup. Eric Cohen à la tête d'Agile Capital Market. Tiens, justement, dans un instant, parole d'investisseur. Ouais, parole d'entrepreneur, bien sûr. 100% Health Tech, c'est un régal, vous le savez, de célébrer nos belles entreprises, justement. Bienvenue à vous. Édouard Gasser, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Édouard Gasser, cofondateur et CEO de Tilac Healthcare. C'est formidable, hein. Alors vous allez voir, mesdames, messieurs, c'est le jeu vidéo remboursé par la Sécu au service de la santé, au service de la lutte contre les maladies ophtalmiques. Vous allez tout nous raconter dans un instant. Déjà, qui êtes-vous ? Vous êtes Lorrain, Vosgien, alors ça, évidemment, c'est pas un mal à mes yeux, très bien, ça ne peut pas être mauvais. Et puis vous êtes aussi un fou de jeux vidéo, c'est aussi ça aussi, qui est important. Un fou de divertissement de manière générale, et j'ai commencé ma carrière effectivement après une école de commerce dans le jeu vidéo pendant plus de 10 ans pour une boîte française. Chez Gameloft. Bon, on va les citer bien Exactement. sûr, référence. J'ai eu la chance d'avoir divers rôles, et notamment un rôle d'abord de producteur, puis ensuite de directeur de production, puis après j'ai dirigé un studio de jeux vidéo à Madrid en Espagne, avant de revenir en France, après avoir rencontré un éminent professeur en ophtalmologie, le professeur Sahel, qui m'a amené à cofonder cette entreprise. C'était quoi le déclic, Édouard, quand même ? Parce que comment est-ce qu'on passe du jeu vidéo à la santé ? Alors, certes, vous êtes fils de chirurgien dentiste, mais bon, c'est pas ça qui est suffisant, justement, pour faire le grand saut, Non, c'est vrai. Après, j'ai toujours une appétence pour l'entrepreneuriat de manière générale, pour la science de manière plus large, et puis surtout, c'est une rencontre avec un professeur qui avait une vision assez claire de comment suivre à distance certains de ses patients atteints de maladies dégénératives des yeux. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Comment est-ce qu'il vous a convaincu ? Comment est-ce qu'il vous a embarqué quelque part, Édouard ?
En fait, ils se rendaient bien compte que les expériences digitales dans la santé étaient globalement assez ennuyeuses et rébarbatives, et on voulait créer une expérience agréable pour le patient pour l'engager sur le long terme. Et moi, j'étais toujours convaincu que le jeu vidéo avait ce pouvoir d'engagement et de rétention auprès des utilisateurs. Et donc, c'est cette discussion, on s'est dit, mais pourquoi pas créer un jeu qui puisse en même temps permettre de mesurer sa vue pour envoyer certains paramètres visuels directement à l'ophtalmo et l'alerter s'il y a un changement dans la vision, et en même temps une expérience agréable et donc faire jouer les patients. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui chez Tilac Healthcare? Parlez-nous de ce dispositif OdySight. Donc OdySight, c'est la première solution de télésurveillance en ophtalmologie en France qui permet de suivre l'acuité visuelle et aussi la grille d'Amsler sur son smartphone. C'est prescrit par les ophtalmologues et ça envoie en temps réel des données sur l'évolution de ces éléments, ces paramètres visuels dont je vous ai parlé, et ça alerte si jamais il y a un changement dans la vision. Donc c'est un filet de sécurité pour des patients qui sont atteints de ces maladies dégénératives qui sont la première cause de la ces sinistre DMLA par Exactement. exemple. Quelles autres maladies également? Alors, il y a les complications de la rétinopathie diabétique, des complications de la myopie forte aussi. En fait, c'est ces maladies qui, malheureusement, si elles ne sont pas traitées par ce qu'on appelle les injections anti-VEGF, mènent à la cécité. Et on a besoin de suivre à la maison pour pouvoir alerter le médecin quand il y a un changement et injecter au bon moment. Oui, alors vous parliez du jeu vidéo, bon, très bien, mais c'est facile de faire jouer, entre guillemets, les personnes âgées voilà, qui sont atteintes de ce type de maladie, de dégénérescence oculaire? En fait, ce qui a été fantastique, c'est effectivement une très bonne question, et assez naturellement, quand on a commencé à faire jouer les personnes âgées, on s'est rendu compte qu'elles jouent beaucoup. Elles jouent beaucoup, elles ont du temps pour jouer. Les faire jouer à un jeu vidéo, c'est comme les faire jouer à autre chose en réalité, et elles ont très vite accepté l'expérience. Il fallait la designer pour qu'elle corresponde bien à leurs besoins et à leurs envies, et aussi que ça soit adapté à leur capacité à utiliser la technologie, mais ça n'a pas du tout été un souci. Au contraire, ça a été un élément moteur dans l'adoption de la solution, d'abord par les patients, puis ensuite par les médecins. Donc non, ça n'a pas été compliqué, même si la moyenne d'âge, effectivement, au sein de notre application, c'est 72 ans. Ben voilà. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est plus un problème. Alors, ce qui est important aussi, et c'est votre actu, il faut nous le dire, Édouard Gasser, c'est l'assurance maladie, la Sécu, qui rembourse l'application. Je le disais, c'est un jeu vidéo remboursé par la Sécurité sociale. Ça a été long le process ou pas? Oui, soyons très clairs, ça a été très long. C'est rare. Il y a eu des embûches. Après, je pense que comme tout chemin, c'est moins la destination que le chemin qui est important. Pardon. Et là, ça nous a appris énormément de choses. Alors c'est vrai que je vous dis ça maintenant qu'on a obtenu notre prise en charge anticipée via le dispositif Pécan. En février dernier, on avait essuyé un non de la HAS pour notre remboursement à une voix près. C'est vrai que ça a été très dur à encaisser. Mais aujourd'hui, on est fiers d'être la première solution de télésurveillance en ophtalmologie à bénéficier de ce remboursement, c'est sûr. Votre solution, elle se développe en France, en Europe, à l'international aussi. Vous avez des envies, des gourmandises d'aller à l'international. L'appétit vient en mangeant. Oui, n'est-ce pas? Et donc, non, mais on a commencé à avoir des pilotes déjà à l'époque où on a commencé notre aventure en faisant des partenariats avec l'industrie pharmaceutique et notamment avec Novartis. On avait commencé des pilotes aux États-Unis, dans les pays européens comme l'Espagne, les Pays-Bas. Et donc, on veut continuer à déployer notre solution qui est plébiscitée par les ophtalmos en France, mais pas que. Et aujourd'hui, effectivement, on ambitionne l'Allemagne, les États-Unis et d'autres pays en Europe. Voilà, longue vie à Tilac Healthcare et félicitations Édouard Gasser d'être venu nous en parler ce soir dans 100% Health, le live de France Biotech. Voilà, premier invité Merci. de Parole d'entrepreneur, il y en aura d'autres ensuite. Et tout de suite, c'est la petite sœur de Parole d'entrepreneur, Parole d'investisseur. Évidemment, on les salue nécessairement, on les remercie, tous ceux qui croient à cette magnifique filière et qui s'engagent, voilà, les investisseurs, Parole d'investisseurs. Avec nous, Éric Bernos, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Éric Bernos, directeur de participation du fonds Captech Santé. Voilà, vous êtes venu de Lille, fonds nordiste au départ, mais là, vous avez élargi évidemment votre périmètre. Votre ADN de Captech Santé, c'est d'investir dans les phases précoces de développement des projets en sciences de la vie. Alors, biotech, medtech, la nutrition, la e-santé également. Donnez-nous quelques exemples, qu'on situe bien ce que vous faites chez Captech Santé, Eric.
Alors en fait, on a investi en fait une de nos premières sociétés et qui vient de faire une grosse levée, s'appelle Lattice Medical. Bien sûr, on va en reparler dans un instant. On va en reparler. Très belle actu. Hein. Voilà, une autre société qui est dans le domaine du glioblastome, par exemple, qui s'appelle Emergent Therapeutics, donc qui est également une société localisée à Lille, donc est en plein développement également. On a une autre société, par exemple, dans le domaine de la nutrition et dans la fermentation de précision, qui s'appelle Verlet, dans laquelle on a investi. Donc une de nos premières sociétés hors région. On a dépassé les frontières. Et puis dans le domaine de la e-santé, Posos, qui développe une application en fait pour faciliter la prescription médicale. C'est quoi votre stratégie, votre méthode? Qu'est-ce que vous regardez justement? Où est-ce que vous jetez votre dévolu, Eric? Alors déjà, on reçoit beaucoup de dossiers comme beaucoup de fonds, donc on est en tout cas on est sélectif. Ouais. Et le premier critère, c'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est un bon conseil à donner justement d'avoir une équipe soudée, voilà, autour du projet, autour du dirigeant. Voilà, exactement. Et quand on parle d'équipe, en fait, on parle souvent d'équipe opérationnelle, oui. Mais c'est pas que ça. C'est aussi en fait un comité stratégique qui doit être, j'allais dire, à l'aide ou en tout cas en soutien des entrepreneurs. Et parfois, en fait, le comité stratégique, il a, surtout dans les phases précoces, il n'a pas toutes les compétences possibles. Donc, nous, on milite très souvent, en fait, pour que nous ayons des experts indépendants qui rentrent dans ces comités le plus tôt possible. Donc, plus on a de la compétence en amont, et mieux c'est en fait pour les entrepreneurs. Encore un mot, et ça aussi c'est important aussi, on le rappelle souvent, on le raconte souvent ici, l'union fait la force. Racontez-nous comment chez Captech Santé, vous avez noué des liens très intimes parfois avec des incubateurs, avec des universités. Éric Bernos. Alors en fait, la genèse en fait de ce fonds vient d'un incubateur lillois qui est bien connu, qui s'appelle Eurasanté. Eurasanté, en fait, le patron qui est Étienne Vervac a fait le constat assez vite, finalement, qu'avec l'écosystème financier local, les entreprises étaient soit sous-capitalisées, soit pas capitalisées du tout. Donc il a cherché des idées et il s'est dit, non seulement il faut augmenter la surface financière locale, mais en fait il faut aussi apporter de l'expertise par un fonds spécialisé santé qui pourra aider en fait les fonds généralistes régionaux à réaliser en fait l'instruction des dossiers, l'évaluation des technologies, etc. Donc ça c'est vraiment le modèle de Captech Santé que de pouvoir réaliser l'instruction détaillée pour l'ensemble de l'écosystème financier local et en lien très étroit en fait avec l'écosystème local, notamment les incubateurs. Alors, l'actu, évidemment, hein, la raison, entre autres, pour laquelle vous êtes venu ce soir avec Bernos, l'un de vos récents faits d'armes, bien sûr, vous avez investi dans la levée de 43 millions d'euros de Lattice Medical, dont on a souvent parlé ici, hein, qui est spécialisée dans la reconstruction post-cancer. Une levée record, hein, dit-on, voilà, la plus importante série B en life science en France cette année, la 4e plus importante levée MedTech en Europe en 2025. Pourquoi cette levée, elle est marquante ? En fait, elle est marquante pour plein de raisons. D'abord, en fait, on a un marché financier qui est compliqué aujourd'hui. Donc, quand on a des belles sociétés françaises qui sont en capacité de lever autant d'argent et qui la placent réellement dans le top 5 des levées européennes, on est assez fiers quand même. La deuxième raison, c'est que Lattice Medical a cette particularité que d'intégrer une ligne de production en France pour produire ces futurs dispositifs médicaux. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez rare et qui permet d'atteindre un de nos objectifs, qui est de maintenir les sociétés françaises en France. Donc le développement de ces sociétés qui ont des belles technologies au départ, de magnifiques équipes, passe aussi par des implantations industrielles locales. Voilà. Et dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure sur un autre mariage, Ipsen, Imchek, voilà. Exactement. Et on est très fiers justement de maintenir, de développer cette filière franco-française, cette filière tricolore. Qu'est-ce que ça va permettre à Lattice Medical, cette belle levée ? Alors, ça va déjà permettre en fait de se pencher plus profondément justement dans l'implantation industrielle. Ça va permettre de poursuivre le développement en Europe pour aller jusqu'au marquage CE. Et c'est aussi et surtout le développement aux États-Unis.
Le dispositif médical et la santé en particulier, c'est un marché global. On a une compétition mondiale. On a la chance d'avoir une société qui a des atouts extrêmement importants. Et donc, évidemment, il faut aller en fait sur les marchés nord-américains, qui sont là aussi en fait très importants. Il y a une bonne cote des entreprises françaises aux États-Unis. Très clairement. On en reparlera tout à l'heure à propos de la stratégie internationale de France Biotech, mais vous nous le confirmez, Eric Bernos. Je ne peux que le confirmer. Bon, c'est génial. Bravo en tout cas, merci d'être venu. Eric Bernos, directeur de participation du fonds Captech Santé. Merci à vous. À suivre dans un instant, action sur gros plan sur l'action publique de France Biotech dans un contexte politique un petit peu troublé. À tout de suite. Ouais, on évoquait le besoin de fonds, évidemment, tout à l'heure dans Parole d'investisseurs, et puis aussi à propos du Grenelle du financement. Oui, les entrepreneurs qui font la force et la fierté, évidemment, de cet écosystème porté par votre association de référence, France Biotech, bien sûr. Et toutes ces entreprises, elles ont besoin aussi de visibilité, de lisibilité, et aussi de ne pas se retrouver prises dans la tempête politique, vous savez, en ce moment, bien sûr, avec des vents contraires, fiscaux, réglementaires. C'est pas terrible en ce moment ce qui se passe du côté vis-à-vis des entreprises, et c'est toute l'inquiétude dans laquelle on est plongé, évidemment, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances 2026, le PLF, et puis, évidemment, son pendant sécurité sociale, le PLFSS. Sophie Pellet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate associée chez Descartes, coordinatrice de la commission Market Access de France Biotech. Et puis on retrouve le président de France Biotech, monsieur Frédéric Girard. Bonsoir, bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabrice. Bien, alors justement, voilà un contexte très tendu, je le disais. Il y a beaucoup d'entreprises de la health tech qui ont moins d'1 an de trésorerie devant elles, bien sûr. Frédéric, rappelez-nous l'importance que revêtent à la fois le PLF et le PLFSS 2026 pour vos entreprises. En général, ce sont deux projets de loi qui sont très structurants. Loi de finances, c'est le crédit impôt recherche, c'est la jeune entreprise innovante. Loi de financement de la sécurité sociale, c'est beaucoup de choses, mais en particulier pour nos entreprises, c'est tous les dispositifs d'accès dérogatoire. Et donc, ce sont des projets que l'on anticipe beaucoup, et particulièrement dans le contexte politique que l'on connaît. On a, dès le printemps dernier, activé notre conseil des coordinateurs. Vous savez que tous les coordinateurs de commissions, de groupes d'expertise, on en a à peu près 80, sont réunis dans un conseil des coordinateurs que l'on retrouve tous les 2 mois pour savoir quelles étaient les préoccupations particulières du conseil. On a synthétisé ces préoccupations en différents messages, soit de protection du crédit impôt recherche de la jeune entreprise innovante, soit des propositions pour optimiser les accès dérogatoires, évidemment au bénéfice de nos entreprises, mais aussi surtout au bénéfice des patients qui peuvent en profiter. Et puis, évidemment, ensuite, tout le défi est de porter ces propositions auprès des 3 acteurs clés que sont les cabinets ministériels, les directions centrales des ministères et les groupes politiques à l'Assemblée nationale. Donc on a effectivement par vagues successives et en fonction, je dirais, des opportunités, communiqué à ces 3 populations avec malheureusement une censure qui a remis les compteurs à zéro pour les cabinets, puisqu'on avait justement mi-septembre une réunion qui avait été provoquée par le cabinet du Premier ministre avec les différents cabinets directement concernés par ces 2 projets de loi et qui a été annulé suite à la censure. Donc c'est un projet très important que l'on suit avec une task force, la task force PLFSS, depuis maintenant 3 ou 4 ans, avec Sophie Pellet, Constance Sabac qui coordonne toutes les 2 le groupe, la commission Market Access, et Léonore Scaramozino, et puis Lucille Chabanel sur les sujets crédit impôt recherche en particulier. Alors, Sophie Pellet, justement, ce qui est discuté actuellement, dans ce qu'on sait, au sein du PLFSS, au sein du PLF, le projet de loi de finances 2026, est-ce que ça va dans le bon sens ? Alors, ça a été une bonne surprise pour France Biotech quand on a découvert le PLFSS dans sa première mouture avant même son examen, puisque on a vu le fruit de 2 ans de travail sur 2 mesures que l'on avait portées dans les différents forums que Frédéric a exposés. La première,
c'était la prise en charge des dispositifs médicaux numériques qui sont utilisés notamment dans les établissements hospitaliers, mais également en ville par les médecins pour aider dans la prescription et plus largement dans la prise en charge. Et on avait imaginé une expérimentation, on avait été très sobre, on avait imaginé une expérimentation de la prise en charge de ces dispositifs. Et on a découvert donc un article dans le PLFSS qui envisageait une prise en charge de droit commun pour ces systèmes d'aide à la décision. Alors, il y a un certain nombre de conditions, bien évidemment, mais c'était une première très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, Frédéric l'a dit, les jeunes entreprises sont notamment concernées par l'accès précoce, qui est la possibilité de mettre sur le marché des médicaments avant même qu'ils aient leur autorisation de mise sur le marché. Et il y avait un certain nombre de produits qui, notamment dans les maladies rares, qui sont surreprésentées et très représentées au sein de France Biotech, qui avaient du mal à délivrer sur toutes les conditions. Lorsque vous rentrez dans le tunnel de l'accès précoce, vous avez à délivrer et à aller sur des étapes d'enregistrement qui sont très resserrées en termes de temps. Et si vous n'étiez pas capable de délivrer toutes les données pour le remboursement, vous aviez une évaluation qui était très, très dégradée. Donc on avait proposé de lever ce cliquet de l'obligation d'aller déposer un dossier de remboursement dans les 2 ans pour les entreprises comme les maladies rares qui se retrouvent face à des données qui sont immatures. Et là aussi, alors, le PLFSS propose une grande réforme de l'accès précoce avec des choses positives et d'autres plus négatives, on pourra en reparler. Mais donc, notre proposition de pouvoir repousser et donner le temps de collecter des données suffisantes avait été reprise dans cette réforme et est allée donc sur 3 ans pour donner le temps de récolter les données. Vous avez bien travaillé, hein, c'est ça qu'il faut dire, vous, Sophie, et puis toute l'équipe, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on parle ce soir d'action publique. Maintenant, c'est quoi la suite? Quel suivi vous allez faire du budget de la France, du budget de la Sécu 2026, Frédéric Girard? Alors, la task force PLF-PLFSS, c'est une task force qui fonctionne tous les jours, voire plusieurs fois par jour, puisque à la fois, on pousse des amendements par rapport au texte existant. Et on a en particulier réagi à la mesure qui vise à donner gratuitement les médicaments dans les accès précoces si au bout de 12 mois un accord n'est pas trouvé avec le CEPS, sans qu'une analyse de fond ait réellement été faite sur les causes des retards qu'il peut y avoir dans les négociations. Donc on a demandé évidemment l'annulation de cette disposition et finalement la réalisation d'une analyse détaillée des raisons du retard. Parce que quand on interroge le CEPS, c'est la faute des industriels. Quand on interroge les industriels, c'est la faute du CEPS. Donc la réalité est probablement un peu entre les deux. On a proposé également que la contribution spéciale, contribution exceptionnelle qui est mise en place ne concerne pas les revenus générés dans les accès précoces qui concernent nos entreprises. Donc ça, c'est des amendements que l'on pousse par rapport au texte existant. Et puis on regarde tous les amendements qui arrivent. Quand on voit des choses qui sont vraiment très très déviantes, on réagit, on écrit directement aux parlementaires. C'est en particulier le cas autour du crédit impôt recherche. Pour le moment, le crédit impôt recherche est préservé en l'état. Quelques évolutions sur la jeune entreprise innovante avec un relèvement du seuil des investissements en R&D, mais on pense que pour notre secteur, ça n'est pas particulièrement dommageable. Il peut y avoir des exceptions, mais de façon très générale, ça n'est pas dommageable. Et puis, on a vu encore vendredi dernier un amendement accepté qui est un amendement qui est un danger majeur en fait pour nous en tant que citoyens, qui pousserait à la transparence complète des prix. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un prix facial qui est publié au journal officiel qui sert de référence aux autres marchés dans la fixation des prix et un prix net qui est convenu avec le CEPS avec un certain nombre de remises, ce qui permet à l'assurance maladie d'avoir des médicaments à des prix tout à fait raisonnables et exiger cette transparence des prix dans un contexte de Most Favorable Nation, là où l'administration américaine veut aligner les prix US sur les prix les plus faibles européens, serait en tout cas la plus mauvaise décision qui puisse être prise si on considère l'accès des patients français à l'innovation.
Bon, on va suivre tout ça. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Girard, président de France Biotech. Merci à vous, Sophie Pellet, avocate chez Descartes. Tout de suite, un nouveau Parole d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on aime ce rendez-vous Parole d'entrepreneur dans 100% Health Tech, le live de France Biotech. Il nous fait vibrer avec des dirigeants, des dirigeantes d'entreprise talentueux, bien entendu. Et celui qu'on va retrouver dans un instant, il est encore exceptionnel. Voici Élie Lobel. Bonsoir Élie, vous êtes en ligne depuis Strasbourg. Oui, bonsoir Fabrice, ravi de pouvoir participer à l'émission. Et nous également. Alors Élie Lobel, cofondateur et CEO de RDS, on était tout à l'heure avec Édouard Grasser, donc un ancien de Gameloft. Vous êtes un ancien de Orange Business Service, de Orange Healthcare, comme quoi la Health Tech attire. Ça fait des années que vous travaillez dans le domaine de la santé numérique, de l'e-santé, justement, avec un focus particulier. Élie, il faut nous raconter justement sur les dispositifs médicaux connectés, l'informatique hospitalière et l'imagerie médicale, RDS que vous avez fondé il y a 5 ans. Racontez-nous ce que vous faites. Oui, absolument. Donc, moi, je suis ingénieur et médecin de formation. Effectivement, je me passionne pour l'innovation technologique en santé, en particulier l'innovation numérique. Et RDS, donc que j'ai cofondé en 2020 à Strasbourg, développe une technologie de monitoring haute performance avec un dispositif ultra miniaturisé que vous voyez peut-être là sur on le voit derrière vous, c'est parfait. Qui est juste à côté de moi. Et donc, on arrive à avoir des performances de monitoring cardiaque et respiratoire équivalentes à celles d'un moniteur hospitalier, c'est-à-dire haute fréquence, en continu, en temps réel et de façon complètement automatique, avec ce dispositif qui est ultra miniaturisé et qui rend sa liberté aux patients, parce que on parle de patients en particulier qui ont subi des chirurgies, on va dire, assez significatives, pour lesquelles une surveillance post-opératoire est nécessaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que cette surveillance post-opératoire qui est nécessaire puisse se faire en dehors de l'hôpital, parce que garder le patient à l'hôpital après une chirurgie, si le patient va bien, en fait, c'est pas optimal ni pour la bonne récupération du patient, ni pour le système de santé. Donc, nous, on veut rendre cette liberté aux patients et permettre que ce mini-patch connecté, ce multisense, Élie Lobel, ça permet justement à un patient de pouvoir revenir à l'hôpital en cas de complications, parce qu'on va être au courant de ces complications. C'est bien ça? Exactement ça, vous avez parfaitement bien résumé. Le patient donc sort de l'hôpital avec le dispositif, il le garde sur lui pendant une semaine, non-stop, 2 jours comme de nuit, il peut prendre sa douche avec, il n'a rien à faire, c'est totalement automatique, les données remontent vers une plateforme sécurisée, l'équipe médicale hospitalière peut surveiller le patient grâce à ce dispositif. Et la plupart du temps, Dieu merci, le patient récupère bien et il n'y a pas de souci. Et si effectivement le patient se dégrade à cause d'une complication post-opératoire, on va pouvoir le détecter précocement et faire revenir le patient à l'hôpital pour le prendre en charge. Il paraît qu'il y a un potentiel extraordinaire de ce monitorage dans le monde. On l'estime à 15 milliards de dollars, ce marché en 2025, avec une croissance annuelle estimée à 15% jusqu'en 2030. C'est ça, Élie Lobel ? Exactement, c'est vrai que c'est un enjeu mondial. Rien qu'en France, si on parle juste du marché français, chaque année, c'est 6 millions de patients qui sont opérés. Donc, c'est quand même considérable. Alors, bien sûr, il y a des opérations qui sont assez légères et qui ne nécessitent pas de surveillance post-opératoire, mais rien qu'en France, c'est, je dirais, au moins 1 million de patients qui peuvent bénéficier, qui ont besoin d'une surveillance post-opératoire et qui peuvent bénéficier d'une solution comme ça. Donc ça, c'est à l'échelle de la France. Et si on parle à l'échelle mondiale, on parle effectivement de plus de 10 millions de patients chaque année. Et c'est un marché considérable et un enjeu clinique considérable d'optimisation de notre système de santé. Alors, Élie Lobel, pour accompagner justement cette montée en puissance, ce marché avec un énorme potentiel, votre actu, vous avez levé
14 millions d'euros pour industrialiser donc ce patch connecté de suivi des patients, grâce notamment au programme France 2030 de BPI France. Vous allez en faire quoi justement ? Alors effectivement, on vient de réaliser là une belle levée de fonds de série A de 14 millions d'euros avec 4 objectifs principaux. Donc le premier, c'est de monter en puissance commercialement. On a eu notre marquage chez eux en 2024 et on a commencé à se déployer dans une quinzaine d'hôpitaux, essentiellement en France, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Et d'ailleurs, on est très fiers d'avoir eu nos premiers patients allemands équipés de la solution là il y a quelques semaines. Donc, numéro 1, monter en puissance commercialement. Numéro 2, monter en puissance industriellement. On veut multiplier par presque 10 le nombre de patients équipés de la solution en 2026 par rapport à ce qu'on a fait en 2025. Donc, il faut suivre cette montée en puissance industrielle. Troisièmement, on a des enjeux aussi de remboursement et donc on a une étude médico-économique qu'on veut pouvoir lancer en 2026. Et puis quatrièmement, on a des ambitions internationales. Donc on a déjà commencé, comme je vous l'ai dit, avec la France et l'Allemagne, mais on veut aussi s'intéresser aux États-Unis. Et donc on a un jalon réglementaire avec l'objectif d'avoir la clearance FDA, donc l'équivalent américain du marquage CE, dispositif médical, donc avoir la FDA à l'horizon 2028. C'est facile de lever 14 millions après déjà avoir levé 14 millions. Vous êtes un spécialiste, vous. Alors, en seed funding, on avait levé 8 millions d'euros en dilutif et on avait effectivement complété ça par 6 millions d'euros en non dilutif. Donc, on avait fait 8 millions. Et là, on vient effectivement de faire une levée de fonds de 14 millions d'euros en dilutif, donc qu'on va probablement compléter par du non dilutif dans les prochains mois. Non, c'est pas facile. C'est ce que disaient vos intervenants précédents. Bien sûr, Eric, Frédéric, marché, etc. Bien sûr. Ouais. Absolument. Le marché du financement des startups medtech en France est pas facile. Il faut beaucoup de résilience, être capable d'adapter son mode de fonctionnement. Donc nous, pendant plusieurs trimestres, on a avancé de façon très prudente en attendant que la levée de fonds se concrétise. Mais effectivement, on a la chance d'avoir deux nouveaux investisseurs qui ont rejoint RDS et deux investisseurs historiques qui étaient déjà à nos côtés depuis 2023 qui ont participé à ce tour de table. Donc d'ailleurs, on a un investisseur en commun avec Lattice Médical dont vous parliez tout à l'heure, puisque le fonds SPI de BPI France a investi significativement dans ce tour, aux côtés de Critical Path Ventures et de deux investisseurs historiques que sont MACSF et Capital Grand Est. Formidable, bravo. Elie Lobel, donc en ligne depuis Strasbourg, le cofondateur et le CEO de RDS. À très bientôt, Elie Lobel, à suivre. Parole d'expert. Merci beaucoup. Parole d'expert, l'un des rendez-vous phares de 100% Health Tech, le live de France Biotech, pour rentrer en profondeur sur une thématique du moment. Et l'Europe, vous le savez, veut redevenir un continent d'innovation, d'industrie, notamment dans la santé. Mais, vous le savez, entre la complexité réglementaire, les défis de production, la lenteur d'accès au marché des entreprises, les entreprises de l'Health Tech, elles doivent franchir comme ça des obstacles, évidemment, de vrais obstacles pour transformer leurs innovations en vrais succès industriels. Alors comment faire ? J'accueille Julie Marion. Bonsoir Julie. Bonsoir Fabrice. Julie Marion, à la tête des opérations, Head of Operations and Strategy, CEO partner de Effort Group. Alors Effort Group, on ne connaît pas forcément, mais c'est un leader mondial. Voilà, il faut nous en parler d'un mot. Leader mondial du conseil en sciences de la vie, présent dans 18 pays sur 3 continents. Qui accompagnez-vous ? Exactement. Le nom d'Effort n'est pas très connu, mais effectivement, on a réussi en partant de rien il y a 12 ans, puisque le groupe a été créé en 2013, à bâtir un des leaders mondiaux. Notre mission, c'est d'accompagner les industriels pour sécuriser l'industrialisation, la production, et donc faciliter la mise et le maintien sur le marché. Donc on est présent effectivement dans 18 pays sur 3 continents. Qu'est-ce que vous leur proposez alors justement ? Qu'est-ce que vous leur proposez aux entreprises ? Nous, notre core business, c'est vraiment de les accompagner sur des thématiques de compliance.
on va en parler juste derrière, et également liées à l'expertise technique dans des phases d'industrialisation et de production. Alors, Julie, il y a un constat, évidemment, qu'on fait. On parle en permanence de souveraineté industrielle, mais l'Europe, nécessairement, elle reste encore très fragmentée, justement. C'est quoi, selon vous, les principaux freins, quelque part, à l'industrialisation des innovations santé en Europe aujourd'hui? C'est quoi? C'est une question de coût, c'est une question de normes, c'est une question de culture réglementaire, ou peut-être tout ça en même temps, j'en sais rien. Alors, la notion du financement, elle est importante. Je vais pas réenfoncer cette porte ouverte parce qu'on en a déjà parlé. Il y a 3 éléments que je pourrais apporter aussi pour compléter la vision. Le premier élément, il est réglementaire. En effet, on a un sentiment d'avoir certes une autorité européenne, le EMA. Pour autant, on a dans chaque pays aussi des spécificités qui peuvent donner du coup des parcours et des chemins qui peuvent être beaucoup plus variés aussi. Donc cette notion d'harmonisation, elle est clé certainement pour limiter ces freins. Le deuxième élément que je peux mettre en lumière, c'est celui de la capacité industrielle de produire des thérapies géniques, des vaccins ARN messagers, des devices de plus en plus digitaux aussi, dont on a parlé précédemment. Ça nécessite des usines aussi qui sont complexes, avec des complexités réglementaires aussi à intégrer. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir maintenir ce niveau de capacité industrielle en Europe. Bien sûr. Alors, il y a l'entrée en vigueur de nouveaux règlements européens, le MDR pour les dispositifs médicaux, d'autres pour le diagnostic in vitro. Et on voit donc les exigences de réglementation qui sont parfois accrues, parfois de façon inégale même entre les pays. Comment est-ce qu'on peut transformer quelque part, Julie, cette complexité réglementaire en levier de compétitivité, de confiance justement pour toutes ces entreprises de la medtech, de la biotech? Alors c'est naturellement quelque chose qui nous est cher. En étant un des acteurs leaders sur ce volet de la compliance, c'est sûr que pour nous, on ne le considère pas comme un frein, mais plutôt comme un catalyseur. Donc de ce qu'on voit sur la plupart des missions qu'on réalise, c'est que le fait d'intégrer ces exigences en ayant une vue très pragmatique des attentes de chacune des autorités par rapport au marché ciblé très tôt dans les projets de développement, ça permet aussi de gagner du temps, d'éviter les allers-retours avec les autorités. Et cette notion de time to market, elle est clé aussi pour le patient, naturellement, mais aussi d'un point de vue financier. Donc c'est un élément, je pense, marquant, le fait d'arriver très tôt. Si je peux donner une lueur d'espoir aussi, il y a certes ces complexités, MDR, IVDR, mais c'est aussi des éléments qui sont aussi davantage reconnus pour accéder à d'autres marchés. Donc ça permettra malgré tout de pouvoir donner un petit peu plus de sens aussi pour accéder au marché FDA ou en Asie pour certains marchés. Bien sûr, ouais. C'est tellement juste ce que vous nous dites, Julie Marion. Alors vous accompagnez les entreprises sur tout le cycle de vie de leurs produits. En quoi la qualité, la conformité, et on y revient justement, peuvent devenir des atouts différenciants plutôt que de simples obligations de conformité, banales entre guillemets? Là encore, comment est-ce qu'on en tire une opportunité? Il y a un premier élément qui me vient quand on pense à opportunité, c'est une notion de time to market. Ces innovations, il y a un enjeu qui est de servir le patient le plus vite possible. Et donc, le fait d'avoir en tête qu'on va éviter les allers-retours avec les autorités, que quand on arrive à la fin de notre projet industriel, quand on va être dans des phases de validation avant de pouvoir mettre sur le marché, on va vite pour pouvoir justement mettre à disposition les produits. Et donc, on a un retour sur investissement qui est accéléré. C'est des éléments qui, naturellement, font beaucoup de sens. Il y avait une étude de McKinsey qui est sortie au mois d'août dernier qui mettait en avant que justement ce volet de validation qui arrive en bout de chaîne, il représente des millions aujourd'hui par rapport au temps qu'on peut gagner aussi. Donc il y a vraiment ces décisions de make or buy par rapport à ce volet de validation qui est intégré. Et puis si on peut revenir sur le côté investisseur aussi, c'est en fonction des profils, certains peuvent avoir une aversion au risque. Et donc naturellement, le fait d'avoir cette culture du risque, de la compliance qui est intégrée très tôt, peut donner aussi confiance aux investisseurs sur la capacité à aller sur le marché pour l'innovation ciblée. C'est très bien dit. Merci d'être venue. Julie Marion, CEO, partner de Effort Group dans 100% Health Tech, le live de France Biotech. Et à suivre, France Biotech sur tous les continents. C'est à suivre.
Vous le savez, hein, France Biotech ne ménage jamais ses efforts. Hein. France Biotech qui envoie tous ses dirigeants, tous ses représentants dans le monde entier pour célébrer l'écosystème français. Eric Bernos nous disait tout à l'heure qu'on a une très bonne cote sur d'autres continents, notamment les États-Unis. Dernier exemple, hein, et vous y étiez, je vais vous présenter dans un instant, Chloé, hein, Bio Europe à Vienne, hein, c'était au début du mois de novembre. Vous en revenez. Bonsoir Chloé Vance. Bonsoir Fabrice. Vous êtes adjointe à la directrice générale de France Biotech et vous êtes en charge des relations internationales. On va beaucoup parler d'international. Et justement, la directrice générale, la nouvelle directrice générale de France Biotech, c'est Catherine Marthe. Bonsoir Catherine. Bonsoir Fabrice. Très heureux de vous accueillir dans ce 12e numéro de 100% Health-Tech. J'espère que vous avez gardé les 11 premiers numéros chez vous. Tout à fait, tous les soirs. C'est parfait, elle les regarde comme ça en permanence. Elle boit nos paroles, hein, Catherine, nécessairement. C'est l'occasion, je le disais, de se pencher sur l'international. France Biotech qui veut accélérer, c'est stratégique, c'est considérable. Chloé, c'est quoi les enjeux des entreprises françaises de Health-Tech à l'étranger ? Déjà, il faut savoir que l'international, c'est un domaine majeur pour les entreprises, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, les patients, ils sont partout dans le monde. La France, ça représente 5% du marché pharmaceutique mondial, et donc les entreprises, dès lors qu'elles sont en stade de commercialisation, elles vont d'emblée viser les marchés internationaux. Il y a à peu près les 2/3 de nos adhérents qui commercialisent, qui visent d'emblée tous ces marchés-là, notamment évidemment l'Europe, les États-Unis, qui sont évidemment un marché majeur, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, nos voisins européens. Voilà, ça représente vraiment les pays les plus ciblés. Et puis aussi, au-delà de ça, il faut savoir qu'évidemment, les collaborations, elles sont internationales, elles sont nationales aussi, mais les partenaires, ils sont partout. Les investisseurs peuvent être aux États-Unis, peuvent être en Asie. Pareil pour les centres cliniques, pour les essais cliniques. Et donc, en fait, c'est tout un écosystème qui, en réalité, est mondial. La R&D, elle se fait de manière collaborative et elle est, en fait, d'emblée internationale. Quel est l'objectif, Catherine Marthe, de France Biotech au niveau international ? L'objectif, c'est très clairement d'augmenter et de renforcer la visibilité de l'écosystème Health-Tech français et de son excellence scientifique, et aussi de l'attractivité de nos entreprises auprès des investisseurs et auprès des industriels, de sorte que quand il y a la moindre velléité d'investissement ou de partenariat, ce soit les sociétés françaises qui soient ciblées pour ces deals et pour ces partenariats. Catherine, Chloé, c'est quoi les actions visibles, les actions mises en place par France Biotech justement pour soutenir cette visibilité à l'international de tout cet écosystème français qu'on célèbre en permanence? Qui prend la parole en premier? Chloé Evans. Ok. Allez. Plusieurs choses. Premièrement, on a des relais en fait au niveau européen, que ce soit à travers les associations comme EUCOP, comme Europa Bio. En fait, eux font le même travail que nous, mais au niveau de la Commission européenne. Et nous, ça nous permet à la fois d'être informés de ce qui se passe, dans le pharma package, tout ce qui est Medical Device Regulation, et puis aussi de pouvoir remonter en fait nos avis, nos préconisations. Donc c'est vraiment tout un réseau qui se crée au niveau européen avec les autres associations européennes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est qu'en fait, on utilise les opportunités de congrès comme Bio Europe à Vienne, comme le Bio aux États-Unis, pour justement promouvoir la visibilité des entreprises et de la filière française. Donc on organise par exemple des sessions de networking avec nos adhérents français, qui sont sur place, avec Business France, avec des représentants de la Chambre de commerce extérieure en présence de diplomates, pour justement faciliter en fait les échanges entre nos adhérents et tout ce petit monde. Et puis également aussi des rapprochements entre nos adhérents, les industriels sur place, les pharmas européennes, essayer vraiment de créer du lien avec les autres associations internationales et de faire en sorte de promouvoir cette excellence française. Très utile. Catherine ? Oui, on met aussi en place des structures spécifiques. En fait, à l'initiative au départ du MEDEF et des CCE, France Biotech a créé, avec MedTech in France et le G5 Santé, un comité d'interface auprès de la représentation permanente de la France à l'Union européenne. Et ça nous permet de porter en fait nos recommandations sur le règlement sur le dispositif médical et sur le pharma package. Catherine Marthe, directrice générale de France Biotech, c'est quoi maintenant la suite? Quelles sont les prochaines actions, les prochains rendez-vous de France Biotech à l'international?
Alors, le prochain rendez-vous de France Biotech à l'international, ça va être du 11 au 15 janvier 2026 à San Francisco, lors de JP Morgan. Et à cette occasion, en fait, on va organiser 2 séquences de networking privilégiées pour nos adhérents français. L'une va être spécifiquement avec des investisseurs et des financeurs internationaux, surtout américains, qui ont une appétence pour investir sur le territoire français et sur nos sociétés. Et la deuxième séquence, ça va permettre en fait à des exécutifs pharma qui sont installés aux États-Unis, qui ont fait des business aux États-Unis, de faire de l'échange d'expériences et de la création de business avec nos entrepreneurs. Je pose une question pour bien comprendre. Comment vous vous distinguez de Business France, Catherine Martre ? En fait, on est très complémentaires et on est partenaires, notamment sur ce type de manifestation, à JP Morgan notamment, et puis sur d'autres. Business France a vraiment un rôle d'accompagner les sociétés qui veulent s'implanter aux États-Unis. Quand nous, notre rôle, c'est vraiment de promouvoir l'écosystème et d'animer localement et de trouver les... Voilà. Bon, et si vous avez des velléités d'aller à l'international, vous, les entreprises de la Health Tech, justement, eh bien, contactez absolument France Biotech, les équipes de Chloé Evans, de Catherine Martre, bien sûr. Merci d'être venues toutes les deux. Catherine Martre, nouvelle directrice générale de France Biotech, et puis Chloé Evans, donc en charge des relations internationales ici à France Biotech. Tout de suite, eh bien, un nouveau Parole d'entrepreneur. Parole d'entrepreneur, et celui-là, il a le sourire, tant il accumule les succès sur tous les continents depuis quelques mois. Bonsoir Martin Deterre. Bonsoir Fabrice. Ouais, vous avez le sourire, vous ne pouvez pas le cacher. C'est important, c'est important de le garder. Le CEO de Theraclion. Theraclion, entreprise de Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine. Votre bébé, c'est Sonoven. C'est un système robotisé, le seul système non invasif du traitement des varices. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Oui, effectivement, donc nous on développe le Sonoven qui permet vraiment en fait de traiter les varices de façon complètement non invasive. C'est-à-dire qu'on passe pas par la cage chirurgie qui est vraiment le standard of care actuel. Il n'y a pas d'incision, il n'y a pas de bloc opératoire, ça ne laisse aucune cicatrice. C'est ça Sonoven, hein ? Exactement, c'est quelque chose qui peut se faire en cabinet, il n'y a pas besoin de toute la lourdeur de tout ce qui est une vraie chirurgie. Et ça marche grâce à des ultrasons thérapeutiques, donc c'est ce qu'on appelle des ultrasons focalisés de haute intensité qui permettent en fait, donc les ultrasons ils permettent de traverser le corps sans incision, donc c'est tout le but, c'est comme ça qu'on est non invasif, et en fait ils focalisent, en fait les ultrasons sont focalisés pour pouvoir traiter la veine exactement là où on a besoin. Et nous vraiment toute la valeur ajoutée de notre produit, c'est vraiment le ciblage, de savoir bien traiter la veine au bon endroit et de faire tout ça de façon non invasive. Et en plus on a un guidage robotique et une imagerie en temps réel qui permet vraiment d'avoir quelque chose de précision, qui soit sûr, qui soit simple pour le médecin, efficace et confortable pour le patient et qui n'a rien à voir avec une opération chirurgicale. Non, et puis clairement, vous remplacez des millions d'interventions chirurgicales dans le monde chaque année quand il s'agit de varices. Exactement, donc c'est notre ambition. Les varices, ça touche une personne sur 3, donc le marché est quand même très important, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans le reste du monde. C'est vraiment un marché qui est très important et nous, on a vraiment l'ambition d'aller révolutionner ce marché en proposant des alternatives à la chirurgie. Alors je le disais, Martin, eh bien, tout vous sourit en ce moment. Voilà, Chine, États-Unis, Europe. Je ne sais pas par quoi on va commencer. Tiens, on va commencer par l'Europe. Alors là, plein d'annonces qui vous concernent nécessairement. Alors, on a déjà l'obtention en septembre, il y a quelques semaines, de la certification CE-MDR. Alors, le MDR, on en parlait il y a quelques instants, qui est vraiment le cadre réglementaire, qui rassure, évidemment, de l'Union européenne pour les dispositifs médicaux. C'est l'un des plus stricts au monde. Exactement, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Pour nous, c'est vrai, c'est vraiment une preuve de conformité, d'un niveau d'exigence et de performance de notre produit qui est vraiment très fort, surtout qui est dans un contexte qui était pas forcément évident avec une transition entre la directive et le règlement. Donc nous, on est vraiment très satisfait d'avoir pu montrer à tout le monde, à la communauté, aux médecins, aux patients, les preuves de conformité à ce règlement. Alors en Europe, il y a aussi le déploiement la poursuite du déploiement commercial, et puis l'ouverture de 2 nouveaux centres, Bulgarie, Espagne.
J'espère qu'il y en aura d'autres ensuite. Hein. Exactement. Donc nous, là, vraiment, on avait passé les quelques dernières années à surtout peaufiner le produit. Ce qui est important, c'est d'avoir un produit très performant. Là, on a vraiment atteint un stade de maturité du produit qui est très fort. Donc c'est un produit qui maintenant fonctionne, a fait ses preuves. On a eu plus de 3500 traitements à notre actif. On a plus d'une douzaine de centres dans une dizaine de pays. Maintenant, on a les centres qui font plus d'une centaine de cas par an. C'est de la routine. Et puis maintenant, il y a des publications scientifiques avec plusieurs années de recul sur des centaines de patients qui arrivent d'à peu près tous les pays d'Europe. Et ça, on en est très fiers. C'est pour nous le fait vraiment que ce dispositif fonctionne. Et du coup, vraiment, là, on passe vraiment en phase de commercialisation. Donc, ça démarre avec, là, vous l'avez mentionné, Fabrice, de nouveaux centres assez récemment et d'autres qui vont venir, bien sûr, et les efforts qui démarrent là-dessus. Alors, dans mon jeu de cartes, je vais prendre maintenant, après l'Europe, les États-Unis, alors, qui apparemment sont très enthousiastes, là aussi, sur le bienfait de votre solution. Il y a une étude qui vient d'être menée avec de très beaux chiffres. Dites-le nous, Martin Deuter. Exactement. Donc ça, nous, on en est vraiment très fiers. Ça fait plusieurs années que c'était vraiment une des priorités de l'entreprise parce que le marché américain est effectivement un des plus significatifs au niveau mondial. Donc il faut qu'on y aille. Et on a vraiment une proposition pour l'écosystème de santé américain grâce à notre système à montrer qui est vraiment très forte. Et pour l'accès au marché, on a déployé une étude clinique donc pivotale, donc vraiment de grande ampleur, approuvée par la FDA qui devrait nous permettre d'obtenir l'approbation de la FDA et on a publié les résultats il y a quelques semaines et ils sont vraiment très bons. Donc on a une efficacité 96,8%. Voilà, ça confirme une forte efficacité. On peut difficilement faire mieux, mais bon, pourquoi pas. Hein. Voilà. Ça veut dire quoi? La FDA va vous homologuer prochainement? C'est quand, Martin? Alors on espère. En tout cas, c'est vraiment un élément critique, évidemment, des très bons résultats d'une étude comme ça là. Et puis on ajoute à cette très bonne efficacité aussi une excellente sûreté du produit. C'est exactement très important et c'est là où nous on apporte un bénéfice aussi très important par la non-invasivité de notre produit. Donc le prochaine étape, là, on est en train de soumettre vraiment très prochainement le dossier à la FDA pour, on espère, avoir l'obtention grosso modo dans 6 mois. Bon, et puis un dernier mot sur la Chine, là aussi, avec l'obtention d'une certification, donc là encore relative à la sécurité des équipements électroniques. Je le disais, tout vous sourit. Hein. Oui, alors ça c'est aussi une étape très importante et alors cette étape, comme les deux autres, sont aussi le fruit de plusieurs années de travail d'une équipe qui est très performante et j'en profite pour les saluer, qui a permis, là c'est vrai qu'on a plusieurs jalons qui ont été atteints un peu concomitamment. En Chine, là vraiment c'est le travail de la certification technique et un des éléments fondamentaux. Et là on discute avec les autorités du NMPA, donc la FDA chinoise, l'autorité compétente locale, pour avoir, on espère prochainement, l'autorisation sur le marché chinois, qui est aussi un marché très important, à très fort potentiel pour le Sonoven. Quand je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles, malgré tout, regardez ces entrepreneurs à succès, c'est Martin Deuter, notamment à la tête de Théracrion. Félicitations, à bientôt, merci. Merci Fabrice. Dans un instant, le décryptage, ce sera la dernière séquence de ce 12e numéro de 100% Health Tech. Vous le savez, le partage, la circulation des données de santé sont devenus des enjeux majeurs pour la recherche, pour les soins, pour l'innovation. Et avec le futur espace européen des données de santé, l'EHDS, l'Europe veut poser un cadre commun pour permettre cet échange sécurisé, utile, harmonisé entre les États membres. Et la France, évidemment, a un rôle clé à jouer dans cette construction. Alors comment avancer concrètement, justement, sur le terrain pour rendre nos systèmes interopérables? C'est ce qu'on va découvrir avec vous. Donc, Alexis Ernaud. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Alexis Ernaud, cofondateur de Calmedica et co-coordinateur avec Arthur Delapalme du groupe d'expertise interopérabilité de France Biotech. Et un petit mot sur Calmedica, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les professionnels de santé à suivre les patients. Avec nous également Thierry Dart. Bonsoir. Prenez le micro, je vous en prie, Thierry. Bonsoir. Directeur du domaine interopérabilité à l'Agence du numérique en santé. Et puis Vincent Perrault. Bonsoir, Vincent. Bonsoir Fabrice. Vincent Perrault, directeur de programme à la délégation du numérique en santé. Et puis, direction Grenoble, avec vous. Brigitte Courtois, vous êtes là avec nous, Brigitte?
Oui, elle est là. Bonsoir Brigitte. Tout à fait, je suis bien là. Quel plaisir. Bonsoir. Brigitte Courtois, directrice de la qualité, gestion des risques, expérience patient et puis données de santé. Et il y a, c'est important dans le contexte ce soir, au CHU Grenoble-Alpes. Alors, Alexis, peut-être, il faut nous rappeler les enjeux justement. De quoi parle-t-on ? Alors, on a lancé avec Arthur le groupe d'interopérabilité, d'expertise sur l'interopérabilité, devant un constat, c'est que actuellement, on fait beaucoup d'efforts au niveau français pour déployer des solutions, pour être les premiers et les meilleurs en santé numérique. Mais force est de constater que beaucoup d'innovations sont bloquées aux portes de l'hôpital à cause des problèmes d'interopérabilité. C'est-à-dire que concrètement, les échanges de données dont ont besoin ces solutions innovantes pour pouvoir s'implanter sont bloqués par des complexités techniques ou par des blocages non techniques, comme l'a montré l'étude que l'on a faite il y a quelques mois. Alors justement, Alexis Ernaud, vous avez piloté les premières conclusions donc, du groupe d'expertise. Qu'est-ce qui ressort comme priorité concrète pour rendre ces systèmes interopérable du côté des entreprises de la health tech, puisque c'est celle que vous représentez ce soir, donc France Biotech. Alors, ce qu'a montré l'étude qu'on a menée auprès des éditeurs, donc de nous-mêmes finalement, et des établissements de soins, c'est que l'interopérabilité représente un surcoût global en France entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Ce coût, il est un peu inutile puisque dans d'autres domaines, quand vous voulez connecter un logiciel de RH avec un logiciel de compta, vous n'appelez pas une troisième personne pour le faire et payer les trois. Voilà. Donc ce surcoût, il est lié à de la complexité qui est et à, on va dire, du manque de connectivité de nos logiciels. Voilà. Donc le premier constat, c'est que les prix sont assez imprévisibles, et les délais sont encore plus imprévisibles, et tout ça, ça mène à des retards de mise en œuvre de projets, et parfois à des abandons de projets, et une grande difficulté pour les industriels de faire diffuser l'innovation, et surtout pour les établissements de s'équiper de ces solutions qui les aideraient dans la gestion quotidienne. Alors, très bon constat posé par Alexis Ernaud, bien sûr. Alors maintenant, c'est quoi la suite ? Vincent Perrault, donc directeur de programme à la délégation du numérique en santé. La France s'est positionnée comme un acteur moteur dans la mise en œuvre du numérique en santé. Vous êtes un exemple vivant, bien sûr. Comment elle se prépare, la France, concrètement, à l'arrivée de ce règlement EHDS ? Alors tout à fait, c'est vrai que récemment j'ai passé pas mal de temps avec beaucoup de pays et il ressort que la France est particulièrement bien préparée. Elle est particulièrement bien préparée et en face, notamment parce qu'on a anticipé un certain nombre des obligations qui vont nous arriver. Je pense en France, on a dans notre patrimoine national, on a Mon Espace Santé avec le DMP qui anticipe un certain nombre d'obligations, de droits que l'on va devoir permettre à tous les citoyens, qui permet déjà et qui va permettre de mieux donner accessibles les données de santé au PS. Et puis, on a, donc ça c'est un peu ce qu'on avait déjà anticipé. On a aussi anticipé, par exemple dans le cadre du Ségur du numérique, on est en train de déployer tout le réseau Dreambox qui va permettre de créer un réseau décentralisé dans un espace de confiance, d'échange de données sur l'imagerie médicale. Là aussi, c'est ce modèle-là qui très probablement va être repris au niveau européen. Donc là aussi, on a une longueur d'avance. Et puis, concrètement, on continue de se préparer. Il faut garder en tête que la mise en œuvre du règlement, c'est un peu une course de fond. Oui. On voit que le règlement, il y a des jalons qui vont jusqu'en 2031, c'est 2027, 2029, 2031. Autant de jalons à la fois réglementaires pour lesquels la Commission européenne va venir imposer un certain nombre d'éléments et d'obligations qui vont rentrer en application et pour lequel l'ensemble de l'écosystème, aussi bien les établissements de santé, les professionnels, les industriels, mais également tous les organismes publics vont devoir un peu se mobiliser et être prêts pour ces dates. Alors justement, comment faire en sorte pour que cette fameuse interopérabilité ne soit pas un objectif technique, mais vraiment un vrai levier d'usage pour les usagers, pour les patients?
Alexis le disait à l'instant, l'interopérabilité, c'est au cœur de beaucoup de promesses et de promesses phares. La circulation fluide et sécurisée des données de santé, la reconnaissance entre différents systèmes d'information de ces mêmes données, et puis la mise à disposition de ces données pour des usages secondaires et qui vont venir alimenter la recherche, améliorer la qualité des soins et le travail des soignants. Pour mettre en œuvre ça, c'est pas seulement un sujet technique, il y a d'autres éléments, vous l'évoquiez à l'instant. Pour vous donner 2-3 exemples, lorsque on cherche à mettre à disposition les données de santé qui sont dans MES, par exemple au sein d'un établissement de santé, il faut qu'on travaille beaucoup sur des aspects non techniques, comme par exemple la gestion des accès et des identités des professionnels de santé. On voit bien que c'est un enjeu clé, et je ne parle pas des éléments techniques, je parle juste d'éléments RH, d'éléments de gestion des MIE. Par exemple, un deuxième exemple, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait que l'on qualifie les identités des patients, et mettre en œuvre cette fameuse qualification de l'INS à travers toute la France a été un enjeu organisationnel, là aussi dans tous les établissements, dans les labos, dans les centres d'imagerie, et on a vu qu'on a dû adapter les processus. Enfin, dernier exemple, lorsque l'on veut aller dans un chemin vers une granularité infra-documentaire de la donnée, où on va pouvoir aller vers de la donnée de plus en plus structurée, il va falloir que l'on travaille sur cette structuration de la donnée à la source. Et on ne va pas demander aux professionnels de santé de se coltiner des interfaces terriblement complexes si du jour au lendemain on impose des référentiels de données structurées. Donc il y a tout un enjeu d'UX où l'IA générative peut aider là aussi les professionnels de santé pour nous aider à aller vers cette cible et cette promesse pleine de l'interopérabilité. Oui, justement, on a très bien compris les exemples. Thierry Dart, l'Agence nationale l'Agence du numérique en santé. En première ligne, bien sûr, sur la standardisation, la mise en cohérence des systèmes. Où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui sur l'interopérabilité en France ? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est clairement, Vincent l'a clairement cité, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont opérants, notamment mon espace santé, le DMP. Aujourd'hui, on est très, très à la pointe là-dessus. Derrière nous, l'ANS, on a accompagné l'écosystème et on a co-construit avec l'écosystème derrière toutes ces normes d'échange, toute cette partie technique derrière qui est compliquée, pour lequel il faut vraiment accompagner l'écosystème. Et c'est vraiment là la mission aussi derrière de l'agence. Aujourd'hui, puis vient ce règlement européen qui va nous faire basculer derrière des nouvelles normes aujourd'hui. Donc on citait Fire, on peut citer SNOMED, peu importe les mots, peu importe, mais c'est toujours derrière de la co-construction, de l'accompagnement, de la concertation, du support, et c'est ça aussi le rôle de l'agence. C'est aussi, par exemple, ça va être de mettre à disposition des outils. On a mis, ce qui a beaucoup changé la donne, c'est tous les leviers d'incitation via le Ségur, mais aussi des outils très simples, mettre en place derrière un espace national de test d'interopérabilité où les industriels ou les professionnels derrière de l'informatique en établissement peuvent avoir en temps et en heure un outillage de test conforme et qui permettent de leur dire mon interface que j'ai développée, elle est conforme pour l'instant à ce que définit le Ségur et plus tard ce que va définir le règlement EHDS. Cette co-construction, cette concertation dont vous parliez il y a un instant, Thierry, comment est-ce qu'on se prépare vu du côté des industriels ? Alors, comment on se prépare du côté des industriels ? Peut-être que déjà la première chose à dire, c'est que la France, on a été encore en avance, je dirais, sur tout ce qui est concertation avec les industriels. ANS et DNS, on a co-organisé derrière une concertation pendant tout l'été sur sur ce règlement européen et les futurs formats. Pour l'instant, ça reste des modèles qui sont pas encore déclinés totalement techniquement, mais des modèles essentiellement métiers, qu'on a déjà développé en partie sur d'autres standards. Donc ça, déjà, on a pris de l'avance. Cet accompagnement, il est important. Donc je dirais toute la partie atelier, explication, c'est particulièrement important. L'espace de test, on vient d'en parler. Ce qui est important aussi, c'est pouvoir, par exemple, co-construire avec les industriels. C'est quoi ? Ça va être les projectatons, par exemple. Donc des marathons de tests d'interopérabilité, on réunit et on travaille avec les industriels pour travailler avec eux sur comment développer, est-ce que les spécifications, où sont les points durs à l'implémentation et derrière, quelles difficultés ils rencontrent.
on les accompagne aussi en termes de support. Donc tout ça, ça fait partie de, je dirais, la régulation, qui est la première étape de la régulation avant vraiment la partie EHDS, c'est d'accompagner les industriels et derrière les aider à l'implémentation de ce règlement et ces nouveaux formats. Alors tout le monde se prépare. Brigitte Courtois, depuis le CHU, Grenoble-Alpes, ils en sont où les CHU justement sur ce dossier ? Alors peut-être pour dire d'abord que effectivement tout ce qui vient d'être présenté répond pleinement aux attentes fortes de nos établissements de santé, notamment de nos CHU. Le sujet de l'interopérabilité est un vrai sujet effectivement pour faciliter à la fois nos fonctionnements tant au plan interne que nos partages au plan externe avec toute une série d'acteurs et d'interlocuteurs. Côté CHU, effectivement, alors on accompagne aussi fortement cette dynamique, notamment, vous savez, à travers les entrepôts de données de santé, qui sont quelque part des outils, des structures qui visent justement à faciliter à terme le partage de données de santé, on dit de données de vie réelle, qui sont les données collectées tout au long de la prise en charge des patients et qui peuvent effectivement permettre de développer de nombreux projets, en particulier dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Côté CHU, on a effectivement également fait une enquête pour faire un petit point d'avancement sur la structuration de ces entrepôts de données de santé. Et ce que l'on constate, c'est une très forte dynamique, avec notamment effectivement aujourd'hui d'ores et déjà 12 CHU qui ont un entrepôt de données de santé complètement fonctionnel, autorisé par la CNIL, avec, j'allais dire, une gouvernance dédiée qui permet évidemment de respecter le droit des patients, et puis également déjà des portails de transparence pour notamment informer les patients sur les différents projets que l'on peut mener dans ce cadre. Donc 12 déjà pleinement engagés, 11 qui sont en plein développement et qui devraient aboutir très prochainement, et puis 8 effectivement qui sont dans une phase de travaux plus préparatoires. Deux questions courtes pour terminer. Brigitte Courtois, on sait qu'à l'hôpital, évidemment, on comprend bien la complexité du partage de données. Comment est-ce que vous vivez au quotidien ces enjeux autour de l'interopérabilité ? Alors oui, la complexité, vous avez raison, elle est de plusieurs niveaux. D'abord parce que ces données, comme ça a été évoqué, sont des données souvent non structurées, c'est-à-dire des données qui sont issues notamment de comptes rendus écrits. Et donc effectivement, le travail pour pouvoir, j'allais dire, exploiter dans une deuxième étape, ce qu'on appelle une réutilisation des données de santé, nécessite une mise en qualité des données. Et donc des travaux qui reposent sur des expertises qui sont encore très rares au sein de nos établissements. Et l'autre enjeu, c'est ce qui vient d'être évoqué aussi, c'est que aujourd'hui, donc ces données, elles sont structurées, on les structure, on les met en qualité au sein de chacun de nos établissements. Et évidemment, on aura un enjeu énorme que les outils qui vous ont été présentés avant moi contribueront très certainement à faciliter. L'enjeu, ça va être justement de rendre interopérable l'ensemble de nos entrepôts de données de santé à l'échelle plus large, à l'échelle nationale. Brigitte Courtois, au-delà de la technique, c'est quoi le bénéfice le plus marquant, selon vous, de ce règlement EHDS pour les patients, pour les professionnels de santé ? J'allais dire le plus marquant, c'est que c'est un accélérateur formidable, notamment pour la recherche en santé, on va dire. Aujourd'hui, on porte déjà, y compris à l'échelle européenne, des projets de très grande envergure qui permettent, par exemple, de travailler les parcours de prise en charge de certains patients, éventuellement d'identifier de manière plus précoce certaines maladies, également de suivre d'ailleurs au long cours des innovations techniques, de traitement et de s'assurer finalement que ces innovations, elles sont bien pertinentes pour les patients. Donc il y a un enjeu évidemment majeur pour accélérer encore la recherche et les progrès dans le domaine de la santé pour nos patients. Et c'est vrai que le positionnement à l'échelle européenne est évidemment essentiel. C'est une dimension et une échelle qui est indispensable, j'allais dire, à gagner, à gravir, si on veut pouvoir positionner l'Europe, la France, dans ce domaine très compétitif.
Voilà, merci Brigitte Courtois. Brigitte, vous êtes prête pour le CHU Health-Tech à Bordeaux les 8 et 9 décembre? Voilà. Les billets sont pris. Voilà, on va tous s'y retrouver, toute l'équipe de France Biotech, voilà, Frédéric Girard, Catherine Marthe, Violaine Gauthier, Pauline Mollet, voilà, qui ont préparé cette émission 100% Health-Tech. Merci également à vous trois. Merci donc Alexis Ernaud, cofondateur de Calmedica, Thierry Dard de l'Agence du numérique en santé, puis Vincent Perrault de la délégation du numérique en santé. Ainsi se termine ce 12e numéro de 100% Health-Tech. À très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Donc. 3, 2, 1.